Ce samedi, l'association que j'ai fondée organise un groupe de parole. Échanger entre nous, une nécessité pour tous les parents qui, comme moi, font face au handicap d'un enfant et doivent gravir sans cesse des montagnes. Aujourd'hui, avec une spécialiste, nous discutons scolarité et apprentissage scolaire, un de nos nombreux combats. Voilà, je suis en libéral et j'accompagne effectivement des parents en situation de handicap et le gros sujet c'est quand même la scolarisation parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile. Quels sont le parcours de vos enfants et puis ce que vous souhaiteriez aussi par rapport à la scolarisation? Moi je m'appelle Nathalie, j'ai un petit garçon de 8 ans qui est scolarisé en milieu ordinaire, mais il est scolarisé pile le minimum, c'est-à-dire 6 heures. Le hic, c'est la maîtresse qui lui fait pas de place. Donc il fait du niveau maternelle, alors qu'il a certainement des choses à faire, mais il n'y a aucun apprentissage scolaire. Et puis en plus, il est transparent, quoi. Donc elle a dit qu'elle est impuissante, qu'elle ne sait pas comment faire, mais elle a juste pas envie, quoi. Faut savoir quand même les chiffres, alors c'est plus de 50% des enfants en situation de handicap ont moins de 6 heures de scolarisation par semaine, dont la moitié rien du tout. Donc c'est quand même quelque chose... Plus d'un quart des enfants en situation de handicap ne reçoivent aucun enseignement scolaire. Plus de la moitié, un enseignement à minima. Comme moi, les parents sont démunis et en plein désarroi, car l'enjeu, comme pour tous les autres enfants, est déterminant pour eux, pour leur avenir et la place que la société voudra bien leur donner. On m'a dit, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, qu'il a un niveau de grande section de CP. Nous, on faisait confiance, on disait, on n'est pas professeur, hein, donc... Et avec le Covid, ça a été le déclenchement. Et puis, j'ai commencé à faire du 1 pour 1, et on fait le niveau 5e. Un enfant handicapé, il naît, déjà il a une difficulté et en fait il doit toujours prouver ses capacités, encore plus que les autres. On en est là effectivement, que ça soit dans le milieu ordinaire ou que ça soit dans le milieu spécialisé. J'ai vraiment l'impression qu'on se bat contre un système qui ne veut pas de nos enfants. C'est que des bâtons dans les roues. Moi, ma situation, j'ai un enfant de 14 ans, donc un adolescent, un garçon, qui est en institut. Et l'année dernière, il a pu avoir donc une enseignante qui est arrivée et qui vraiment a essayé de faire du scolaire avec lui. Mais ça va être sur 30 minutes en groupe. Donc vous pouvez avoir 4-5 enfants. On considère que, pour faire plaisir aux parents, on va leur donner 30 minutes dans la semaine. Mais on n'en voit pas l'intérêt. Encore une fois, le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental, qu'il soit en institution, qu'il soit dans le milieu ordinaire. Il faut avoir effectivement les reins solides quand même, vraiment. On y perd notre santé, notre santé mentale. C'est le même constat sur les réseaux sociaux. Les témoignages sont forts. C'est un combat épuisant. Ont-ils le droit de refuser ma fille? C'est injuste. Ce n'est pas de l'inclusion, mais de la ségrégation. Alors, l'inclusion scolaire, un mirage? Comment leur donner une chance de développer leur potentiel, d'être acceptés dans une école de la République bienveillante qui les aide à s'épanouir? Est-ce impossible pour la majorité de ces enfants? Pourtant, à force de chercher, je tombe sur une expérience qui me semble incroyable. Une école, une vraie, pour les plus handicapés, appelée le Centre des Possibles, créée par une enseignante que je brûle d'envie de rencontrer. Et après quelques échanges avec elle, me voici partie à Guidel dans le Morbihan, entre mer et terre. Bonjour les enfants, bienvenue en classe. Aujourd'hui ensemble on va se dépasser. Malo, Anna et puis Luna, tous ensemble on va bien travailler. On va bien écouter. Wouh! Wouh! On va bien rigoler. Wouh! Wouh! Nous dans notre école,
On fait plein de choses, des activités et de la musique. Guitare et piano, se reposer et discuter toute la journée. On va bien rigoler. Wouh! Wouh! Hé hé, bravo! Je viens de chercher Luna. Quel jour sommes-nous? Le mercredi. Réfléchissons. Anna, est-ce qu'on vient à l'école le mercredi, nous? Est-ce que le mercredi, Anna, est-ce qu'on vient à l'école, Anna? Ah, t'as dit non, viens pas à l'école. Anna, elle a dit non. Donc aujourd'hui, nous sommes... Oui, Luna, tu vois, super, bravo, nous sommes... Mardi. Lundi matin, Luna, Anna et puis Malo sont venus à l'école pour faire les rigolos. Mais comme j'étais partie, Anna, elle a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Et nous sommes aujourd'hui mardi. Donc Luna est prête ce matin, Marion, elle m'a répondu. Elle est prête à travailler. Anna. Comme Tiffaine. Ok. Tu es prête à travailler, je te remercie, Anna. Est-ce que tu veux me dire, toi aussi, tu es prêt à travailler? C'est très bien. Laura Kobigo est l'enseignante qui a créé le Centre des possibles. Elle fait la classe par petits groupes à 9 enfants de 5 à 13 ans. Des enfants qui souffrent de lourds retards moteurs et cognitifs. Ceux qui sont le plus souvent exclus de l'inclusion scolaire en école ordinaire. Ils ne parlent pas, marchent difficilement ou pas du tout, ont quelquefois même du mal à tenir leur tête et à fixer leur regard. Mais Laura croit en eux et en leurs capacités, et à l'idée qui semble folle de leur faire classe et de les préparer à l'inclusion scolaire. Elle veut partir en sortie scolaire. Leur maman leur a prévu de l'argent pour prendre un ticket de bus. Tournez la page. Chose. Argent. De l'argent. Là, on n'a que 5 élèves. Où est-ce que tu vois le 5? Oui, c'est ça. 5. 5, super, 5. Pour y parvenir, Laura utilise des outils adaptés à chacun. Il y en a. 2. Et je vous laisse travailler, messieurs. Les exercices sont individualisés. Aujourd'hui, on va travailler la description et le placement des objets en utilisant les mots de vocabulaire. On a au-dessus. Tu les connais, les pictos. Là, on a gauche et droite. Au-dessous. Et là, on a derrière. Le clown, il est où? Avec ses balles. Le clown jongleur. Le clown, il est où? Ouais, c'est bien, bravo. Super, Luna, tu nous as dit dessus. Donc maintenant, Marion, le temps que j'ai travaillé avec Anna, je vais te demander par exemple de lui dire le lapin par rapport au trampoline. L'enseignante guide l'adulte qui accompagne l'enfant quand elle doit passer à un autre élève. Elle prend son ticket, plus une pièce. On compte? Allez, c'est toi qui comptes. Un adulte pour un enfant. C'est ce que l'on appelle du 1 pour 1. Elles sont éducatrices, aides médico-psychologues, parfois même volontaires en service civique. Tu veux dire quelque chose? L'enfant n'est jamais livré à lui-même. Il n'y a pas de temps mort. Même si bien plus qu'ailleurs, respecter la fatigabilité et le rythme de l'enfant est incontournable. Je vais te poser une question. Anna. Est-ce que tu veux qu'on arrête de travailler? Est-ce que tu veux qu'on arrête là parce que tu n'es pas disponible? Oui. On y va, tu donnes à suivre. Non, on fait pas tac. Non, on fait pas tac. Hop, ticket poursuivi. Alors, toutes les deux déjà, elles peuvent monter dans le... Toujours encourager et adapter malgré les difficultés. C'est finalement notre quotidien, nous, parents d'enfants différents. Et si Laura sait si bien le faire dans son école, c'est que,
elle aussi, fait face au handicap de Malo, 11 ans, son fils aîné. Laura et son conjoint, Renaud, sont tous les deux enseignants en maternelle. Et leur histoire fait écho à la mienne, comme à celle de tous les parents qui font face au handicap d'un enfant. Nourriture. Légumes. Pommes de terre. Eh ben justement. Pommes de terre. Très bien. À la naissance, quand la sage-femme est venue me le présenter, la première pensée que j'ai eue, c'est oh, il a une tête bizarre. Donc la première nuit, il a commencé à faire des désaturations, à avoir les lèvres bleues, et en fait à devenir encore plus mou qu'il ne l'était. Donc j'ai appelé les sages-femmes qui arrivaient, mais j'avais déjà réussi à le remettre, donc elles ne voulaient pas vraiment me croire. Mais quelques heures après, il a refait. J'ai appelé la sage-femme qui, elle, a constaté tout de suite. Et en fait, elle me l'a pris directement. Et après, ils ne me l'ont pas ramené. Un mois plus tard, Malo sort du service de néonatologie. Commence alors l'insoutenable errance de diagnostic. On nous a même annoncé un jour que Malo allait mourir dans les mois qui allaient arriver, que c'était neurodégénératif et rapide. Et donc en fait, ils ont mal fait le test. Et le résultat de ce test m'a été annoncé par une neuropédiatre qui a décacheté l'enveloppe devant moi. Elle n'avait pas pris connaissance des résultats avant de me recevoir. Et j'étais toute seule avec mon bébé de 6 mois. Et elle m'a dit, cache, ben là, c'est neurodégénératif. Malo va décéder dans les mois qui arrivent. Et on a pris l'initiative d'aller à Necker. Où ils lui ont fait faire un test génétique. Et on a décelé chez Malo une translocation chromosomique. Donc en gros, il a 2 chromosomes et un morceau de chaque chromosome, ils se sont échangés. Tous les traitements qu'il avait pris pendant plus d'1 an, c'était inutile. Toutes les hospitalisations qu'on lui avait fait subir, les examens invasifs, c'était inutile. C'est vrai qu'à partir de là, on a commencé à réfléchir vraiment différemment. À un moment donné, toi, tu demandais à ce qu'il ait 3 séances de kiné par semaine, ce qui, pour nous, était pas aberrant, parce que c'était un enfant qui avait vraiment besoin de rééducation. Et qu'il aimait ça, il adorait ça, et voilà. Et là, par contre, on a tout de suite été catalogués comme parents qui surstimulaient leur enfant. Et qui ne voulaient pas accepter le handicap de l'enfant. Pas accepter le handicap. Alors, du coup, ça a été aussi assez difficile à accepter quand même. Cette réflexion, un classique. Moi aussi, j'y ai eu droit. Alors le doute s'installe, la confiance s'émousse. Et comme beaucoup d'autres, Laura et Renaud cherchent et trouvent des thérapies plus intensives pratiquées en Europe. Et à force de persévérance, Malo acquiert la marche à 6 ans. Quand il a fallu scolariser Malo, l'idée c'était « Ah non, mais un enfant polyhandicapé, oula, 1 heure par jour, mais grand maximum, hein, et peut-être pas tous les jours. » Et finalement, en insistant un petit peu, et puis c'est vrai que vu qu'il était dans l'école où j'étais, donc voilà, on avait un lien évidemment plus facile avec mes collègues. Finalement, il a fait toutes ses matinées, et ça s'est toujours magnifiquement bien passé. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que malheureusement, plus l'enfant grandit, moins il y a de solutions. Autant scolariser un enfant, dans le cas de Malo polyhandicapé, en maternelle, on y arrive. Après, dès lors que l'enfant commence à avoir 5 ans ou plus, alors là, les difficultés vont s'accumuler de manière croissante. Pour scolariser, pour tous les problèmes qui arrivent liés à la motricité, les appareillages, voilà, tous les problèmes alors voilà, s'accumulent systématiquement. Face à ces difficultés, Laura ne se résigne pas et comprend qu'elle va devoir prendre son bâton de pèlerin pour aller plus loin. J'avais vraiment envie d'offrir à Malo une expérience pédagogique différente et j'avais envie de tester des choses, pas sur lui, mais avec d'autres enfants, et quelque chose avec un programme pluridisciplinaire où on pourrait à la fois accompagner Malo sur le moteur, sur le sensoriel, sur le cognitif, chose que l'école ne pouvait pas offrir dans les conditions là actuelles. Adèle, elle t'a préparé un petit jeu. Viens voir. Waouh, super. Et alors, qu'est-ce qu'il doit trouver? La baguette chat. Oh, la baguette chat, près des livres. Où ils sont les livres?
Allez, vas-y, cherche. Où sont les livres? Par ici, Malo. Allez. Oui, bravo Malo, super. Moi, Malo, je t'aime. Oh, c'est trop gentil. Je t'aime. Laura prend alors un congé sans solde de l'Éducation nationale pendant 2 ans. 2 ans pour bénévolement se former à différentes méthodes, rédiger son projet, dénicher un local, chercher des subventions privées, embaucher une équipe et garantir la gratuité aux parents qui lui ont fait confiance. Et en février 2021, elle ouvre enfin son école, sans aucune aide de l'Éducation nationale, trop lourde à faire bouger. Eux, ils ont leur rythme de 5-10 ans. Moi, j'ai pas ces années-là à perdre. Moi, j'ai Malo qui arrive derrière. Moi, je dois lui offrir du concret tout de suite. Donc, c'est pour ça que j'ai été chercher les fondations. Mais j'ai continué, j'ai bataillé pour garder des relations avec l'Éducation nationale. C'est pour ça qu'au bout de 2 ans seulement d'existence, on a réussi à avoir cette reconnaissance publique. L'Éducation nationale a reconnu son travail et l'École des possibles est devenue officiellement une unité d'enseignement pour enfants handicapés. Laura, quant à elle, est à nouveau rémunérée pour enseigner dans son école, mais à mi-temps. Allez, j'accompagne ta main, Emma. Non, c'est bon? On y va. Je lève ta main. Oh! N'hésite pas, une fois qu'elle a lancé son geste, à venir l'aider à terminer son mouvement. J'ai pas envie qu'elle soit frustrée parce qu'elle fait des très jolis gestes pour aller vers le contact. Et on va faire de la numération. C'est pas ce que tu préfères. Est-ce que tu en vois, William, 6 des cheveux ou est-ce que tu en vois 4? Laura enseigne le matin et l'après-midi, elle laisse d'autres intervenants prolonger son travail, comme Emma Véro, l'ergothérapeute de l'école. Je viens mobiliser les doigts de Malo pour limiter en fait les rétractions et pour que Malo puisse attraper plus facilement les outils scolaires, que ce soit les ciseaux, les crayons, et pouvoir aussi dissocier ses doigts un peu plus facilement. Merci Emma. Merci Malo. Merci Sabrina. Merci Marion. Merci Linda. C'est parti là. On recule. Allez Marion. Tout est lié dans le cerveau en fait. Quand on vient prendre un objet pour le mettre de gauche à droite, on connecte nos 2 parties du cerveau par exemple. Du coup, ça nous permet après, en classe, de faire des traits beaucoup plus précis, de passer autant de la gauche à la droite. On essaye de travailler les mêmes compétences. Par exemple, si on va travailler sur les nombres, moi je vais leur demander par exemple d'aller me chercher 3 balles ou de mettre dans la boîte, je sais pas moi, 5 grenouilles. Je trouve que ça donne plus de sens et surtout ça fait plus de liens. On n'est pas chaque rééducateur, chacun dans son coin, avec l'objectif c'est qu'il lève les bras au-dessus de la tête pour, par exemple, pour enfiler son bonnet. Là, on est vraiment plus loin, on va plus loin, on essaye de développer au maximum leurs apprentissages scolaires. Même quand elle n'enseigne pas, l'après-midi, Laura n'est jamais bien loin et fait du bénévolat. Concertations et réunions s'enchaînent. Aujourd'hui, c'est avec Alexandra Guégan qu'elle décide de passer du temps. La jeune éducatrice spécialisée est venue en observation au Centre des possibles. Elle travaille dans un institut médico-éducatif où certains des élèves de Laura sont accueillis quelques jours par semaine et auquel dorénavant l'école des possibles est rattachée. Du coup, tous les matins, il y a classe, c'est vraiment plus... L'emploi du temps que tu as vu aujourd'hui, il se répète lundi, mardi, jeudi, vendredi. Toi, comparativement à l'IME, on est vraiment sur l'accompagnement des apprentissages, donc il y a plus de guidance, on est plus avec l'enfant. On cherche l'autonomie, mais en restant à côté d'eux parce qu'il y a la mobilisation des gestes. Dans les outils de com, on a... tu as dû voir le classeur le classeur de Ryan. Les classeurs pod, comme tu as vu utiliser ce matin. Ouais. Après, c'est ça, c'est qu'aussi, on n'a pas forcément toutes les formations non plus sur la communication. Et c'est vrai que le pod, moi-même, je suis en difficulté pour l'utiliser, comme je connais pas trop, en fait. Je te pose.
Pourtant, le POD, ce classeur rempli de pictogrammes, c'est la base de ce que l'on appelle la communication alternative augmentée, la CAA, sans laquelle il paraît bien difficile de comprendre ses enfants. On a des logiciels de com aussi. On a celui-là, tu vois, avec la synthèse vocale. Vouloir. Aller Parc. au parc. Mais notre but étant que chaque enfant ait un outil avec toutes ses possibilités de communiquer dans différentes situations. Ça l'ouvre sur le monde, ça diminue les troubles. Et l'enfant, au niveau cognitif, en fait, il apprend à décrire, à rentrer en communication avec quelqu'un, il développe ses habiletés sociales, la mémorisation, la catégorisation. Donc tout un tas de fonctions qui, moi, m'aident en tant qu'enseignante, et c'est ce que je vais chercher quand je vais faire travailler un enfant. Donc de travailler, ne serait-ce que de dire je mets en place un outil, c'est incroyable le nombre de choses que je vais travailler. C'est-à-dire vraiment sans CA, je ne pourrais plus enseigner. Parmi les 9 enfants du Centre des Possibles, 3 sont accueillis 2 jours par semaine dans cet établissement médico-social, l'IME de Kergado. Ces établissements ont été créés dans les années 70 pour soulager les familles, éduquer et soigner les enfants en situation de handicap. Ce matin, je retrouve William, 11 ans, que son chauffeur vient chercher les lundis et mercredis avec ses copains, et Alexandra, son éducatrice spécialisée que j'avais rencontrée chez Laura Cobigo. En tout, cet institut accueille 44 enfants. William fait partie d'un petit groupe de 4 adolescents encadrés par 3 éducatrices spécialisées ou accompagnatrices médico-sociales. Après, tu vas boire le temps libre. Tu vas aller à la médiathèque avec Tiphaine et aux toilettes. Tu peux te rasseoir si tu veux. Un emploi du temps bien tristounet. C'est ce que l'on appelle de l'occupationnel, et pour les mauvaises langues, de la garderie. D'ailleurs, hormis quelques rares pictogrammes, aucun outil de communication n'a été mis en place pour des enfants qui ne parlent pas, alors que nous sommes dans un institut spécialisé. L'avantage de ces établissements, c'est que les enfants y bénéficient d'un peu de rééducation. Le lundi, une séance d'orthophonie pour William, et le mercredi, une demi-heure de psychomotricité. Attention, la tempête arrive. Le bateau a chaviré. Dans le médico-social, notre culture, c'est le prendre soin. Donc c'est d'abord que les enfants soient bien nourris, soient propres, aient des activités. Et pour le coup, on est sans doute très centré sur le corps et pas suffisamment sur la tête. C'est-à-dire que l'autonomie, elle passe aussi par le savoir. Et c'est sans doute quelque chose qui ne fait pas partie forcément de notre culture. Laura Cobigo, elle m'a vraiment étonné parce qu'elle m'a vraiment montré que les enfants en situation de polyhandicap, non seulement ont beaucoup de compétences, mais qui peuvent apprendre et qui peuvent apprendre des enseignements scolaires. Comme ici, certaines associations qui gèrent ces instituts en ont pris conscience et sollicitent de plus en plus l'éducation nationale qui peine à répondre à la demande. Kergado bénéficie de 2 unités d'enseignement, celle de Laura Cobigo à l'École des Possibles et une autre sur place, avec un autre enseignant également nommé par l'Éducation nationale. Il est arrivé il y a quelques mois.
Emmanuel Martineau, directeur de l'association qui gère 6 établissements comme celui-ci, le rencontre pour la première fois. Et surprise, l'enseignant n'a pas encore tous les diplômes requis pour ce poste. Enfin là, l'année prochaine, je serai là, mais il faut que pour que le poste soit pérennisé, que je passe la spécialisation. Oui, d'accord. Voilà. Donc vous prenez en charge aujourd'hui combien d'enfants en scolarisation? Alors là, cette année, j'ai 19 jeunes que je suis. Ça a pour des temps de scolarisation qui vont par semaine de 30 minutes à 3 heures. Le fait que sur les 40 et quelques enfants, on en prenne 19, c'est une question de temps ou une question d'intérêt pour l'enfant? Alors là, c'est surtout dû, pour l'instant, on les prend jusqu'à l'âge de 16 ans. Il a du sens, ce critère-là? Si ma hiérarchie me la pose, oui. Si on pouvait les garder un petit peu plus longtemps, c'est sûr que plus on les garde, plus ils sont en capacité d'apprendre, bien sûr. D'accord. Ces adolescents n'ont reçu aucune scolarité enfant. 30 minutes à 3 heures par semaine aujourd'hui. Et à 16 ans, c'est fini. Le temps d'école est court pour les enfants handicapés, qui pourtant apprennent plus lentement. Une véritable course contre la montre dans laquelle Laura s'est lancée à corps perdu pour ses protégés. Aujourd'hui, elle se rend à Vannes pour un rendez-vous avec sa hiérarchie. Elle a de l'ambition pour ses élèves et veut obtenir de l'Éducation nationale quelques heures par semaine en école ordinaire pour tous les enfants que l'école des possibles prépare à cette inclusion scolaire. On ne pourrait pas s'éloigner trop longtemps de la mer. Il y a plein de parallèles entre la vie d'aidant avec un enfant en situation de handicap et la mer. À un moment, on est au creux de la vague, on sait que ça va remonter. À des moments, on a l'impression de couler, mais on arrive toujours à retrouver les ressources parce que l'énergie, comme dans la mer, elle nous revient en flot et voilà, c'est des cycles. Parmi les 9 enfants de son école, seuls 3 d'entre eux, les plus jeunes, sont déjà accueillis quelques demi-journées par semaine dans l'école de leur quartier. Mais pour Laura, ce n'est pas suffisant. Dans l'unité, ils viennent par groupe de 3. C'est pas du tout l'environnement d'une classe de 25 élèves qui accueille un enfant en situation de polyhandicap, c'est pas la même stimulation. Mais moi, je veux la défendre, la question de l'inclusion. Je veux la défendre parce que c'est un projet qui est tout à fait possible tant qu'on arrive à s'adapter aux besoins de chaque enfant. C'est ça que je vais un petit peu aller chercher. Depuis 2005, légalement, tout enfant handicapé peut s'inscrire dans l'école de son quartier. Mais la loi n'a pas été appliquée et ce n'est qu'en 2017 qu'il en fut à nouveau question, alors même que la France était épinglée dans un rapport de l'ONU. Aujourd'hui, Laura compte bien faire valoir les droits des enfants. Et j'avais besoin de voir si, en effet, vous, dans votre esprit, en tout cas les attentes de l'Éducation nationale et du rectorat, c'était vraiment qu'on puisse travailler sur ces projets d'inclusion individuelle et de scolarisation individuelle, et donc de travailler en partenariat avec des établissements maternels, élémentaires et collèges, et le temps de travailler avec les équipes, voir les aménagements qu'il peut y avoir pour les faire. Je pense que, mine de rien, une année entière de travail. D'accord. Pour moi, ça ne sera pas... En fait, c'est des projets de scolarisation qui nécessitent une année de travail, de coordination des acteurs, etc., avant de le rendre effectif. C'est ce que disons que si je dois travailler avec une maternelle, une école élémentaire et un lycée... La scolarisation, c'est un droit pour tous les élèves. Et donc, dès lors qu'une famille en fait la demande, enfin, on doit être à même de l'accueillir. Il faut prendre en considération toutes les capacités et les possibilités de ces élèves. Donc, rien n'est fermé. Voilà. Tout est possible. Et tout est possible. Ça me parle bien. Oui, absolument. Mais en tout cas, votre plus-value, on va dire, dans l'unité d'enseignement, c'est bien votre expertise pédagogique
Et donc, du coup, je pense que votre intervention en direction des enseignants qui accueillent ces enfants sur des temps de scolarisation ne peut être que bénéfique. Et puis, il y a une attente. Il y a une attente, et puis vous allez, vous êtes enseignante, donc du coup, vous allez aussi pouvoir leur expliquer comment concevoir leur séance, les outiller, leur proposer des outils pour que l'élève puisse apprendre, parce qu'il faut aussi qu'il apprenne dans le milieu ordinaire. Ça fait partie de votre mission. Et on compte bien sur votre aide. Moi, je ne suis pas contre, mais je dois bien vous avouer que sur un mi-temps, je ne vois pas trop comment assurer toutes ces missions. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une expérience riche, du coup. Tout à fait. Et puis, moi, j'ai déjà... Les inspectrices le savent bien. Une fois de plus, pour inclure ses élèves dans le milieu ordinaire, la jeune enseignante, malgré son mi-temps, va s'investir à fond, sans compter ses heures. Laura a déjà œuvré pour la mise en place de l'inclusion de Gabin, 6 ans. Lui aussi, élève au Centre des Possibles 2 jours par semaine. Et depuis 2 ans, quand il n'est pas chez Laura, Gabin est accueilli en inclusion dans cette classe de grande section de maternelle à Caudan, où il habite. Gabin n'est jamais seul, toujours aidé par Fabien Grégory, son AESH. Autrement dit, accompagnateur des élèves en situation de handicap à l'école. Françoise Gendre. Bon, bonjour les enfants. Bonjour maîtresse. Est la maîtresse de ces 29 joyeux petits lutins. 1, 2, 3. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le facteur n'est pas passé, il ne passera jamais. Très bien. Et aujourd'hui, nous sommes Mercredi. Mardi. C'est le mercredi. Oh les coquins. Mardi. Allez. Mon rôle premier, c'est de le suivre au sein de la classe, là, mais sans faire à sa place surtout. Et puis, c'est de lui faciliter la vie pour qu'il soit le plus possible en inclusion. L'idée, c'est quand même pour moi de le mettre en situation où justement, moi, je peux m'effacer. C'est avec les autres qu'il doit grandir et progresser, et pas avec moi. Enfin, il a un âge où il doit faire des choses avec les enfants de son âge. Ici non plus, pour échanger avec lui, on n'utilise pas le classeur de communication de Gabin. Mais pour lui, pas de temps mort. Il est stimulé toute la journée par Fabien, mais aussi par ses camarades, sans même s'en rendre compte. Alors, bien sûr, on ne peut pas dire qu'il a le niveau d'un enfant de grande section. Et nous, ce qu'on a vu dans les progrès, c'est simplement que là, Gabin, je peux dire qu'il a des copains. Il a des copains à l'école. Et les autres ont apporté plein de choses. Je pense que peut-être que Gabin aurait mis plus de temps encore à apprendre à marcher s'il n'y avait pas eu les autres. C'est ça, à courir autour de les lui. Pères, ses pères qui savent marcher, qui l'ont pris par la main, qui lui ont dit viens Gabin, on y va. Je sais pas, mais je me dis que peut-être que s'il avait été rien qu'avec des enfants comme lui, est-ce que la marche aurait été aussi vite acquise? Je ne sais pas. Pour moi, c'est effectivement le vivre ensemble et l'effet du groupe hein, qui est très fort. Peut-être encore plus, lui, à son niveau, parce qu'il part de plus loin. Quoi. Enfin, voilà, mais... Adala, sur mon bidet. Le gamin, il est heureux. Quand il vient là, à l'école, ici, il est heureux. Il arrive le matin, il est content. Il repart le soir ou le midi, il est content. Quand il va à l'école des possibles, c'est pareil. Fabien, militaire à la retraite, a voulu donner du sens à sa vie. Une chance pour Gabin, car aujourd'hui, les AESH se font rares. Une rémunération dérisoire, un statut fragile, une reconnaissance inexistante pour une mission pourtant indispensable.
Sans Fabien, il n'y a pas d'accueil pour un enfant du même type que Gabin. C'est pas possible. Vas-y, roule. Bizarre, hein. Allez, on roule. Ouais, là, ils sont copains. Oui, Gabin. Ah, c'est bien, Gabin. On roule. Ça se passe bien parce que tout autour de Gabin, il y a des gens. Il y a bien sûr l'école des possibles, avec Laura qui est une femme formidable, qui fait plein de choses. Donc l'école des possibles, c'était vraiment l'école où Gabin peut-être le plus progressé au niveau des apprentissages. Moi, j'ai regretté cette année de ne pas avoir le temps, beaucoup de temps pour lui, pour apprendre plein d'autres choses que la socialisation, en fait. Les apprentissages vraiment, ce qu'on appelle un apprentissage, j'ai pas été à la hauteur. Moi, je ne sais pas m'occuper d'un enfant comme Gabin. J'ai appris avec lui, comme j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais la socialisation, c'est déjà beaucoup. Et c'est peut-être là la promesse d'une intégration réussie plus tard dans une société plus inclusive. Pourtant, je sens une angoisse et une frustration profonde chez les enseignants. Ils se croient dépassés, quelquefois même abandonnés, quand la mission semble trop lourde à surmonter. Pour eux, l'inclusion a été décrétée, mais mal préparée. Ça se passe mal avec d'autres enfants qui n'ont pas la chance d'avoir un AESH avec eux. C'est compliqué, ça peut abîmer toute une classe parce que quand ça se passe mal, ce n'est pas que l'enfant qui va mal qui va mal, c'est aussi tous les autres. Ça peut être les enseignants, l'enseignant de la classe, mais tous les enseignants aussi de l'école qui en pâtissent. Et cette année, justement, on a eu 2 cas dans notre école. Gabin, un autre enfant, une bonne intégration et une plus difficile. Il faut penser à ces enfants-là, à leurs familles, aux parents qui sont souvent en détresse profonde. Et on ne fait rien pour ça en France et c'est pas bien, il faudrait vraiment se réveiller enfin. Un enfant qui apprend grâce à une pédagogie adaptée, une enseignante bienveillante guidée par une enseignante spécialisée et un AESH dédié, investi et bien rodé. Voici sans doute l'alchimie idéale pour une inclusion réussie. Un investissement pour l'éducation nationale, mais aussi pour les parents. Il est 15h. La maman de Gabin vient le chercher. À tout à l'heure. Le petit garçon a besoin de rééducation. Un service de soins à domicile, le CESAD, existe bien. Mais comme toujours, il est débordé et la liste d'attente interminable. Alors, malgré son activité professionnelle, c'est la maman de Gabin qui s'y colle et l'emmène toutes les semaines faire ses suivis en libéral. Il a kiné le mardi et le vendredi. Et le mardi et le vendredi, il a aussi orthophonie. J'ai aussi des patrons hyper conciliants, enfin des responsables. Je pourrais sûrement pas faire tout ça si on m'avait pas modifié un petit peu mes horaires de travail. Je commence très très tôt. Donc le mardi, je commence à 5h, mais je finirai à 9h30, 10h. Et après, après le matin, après 10h30, il y a orthophonie. Et je le redépose pour 1 heure à peu près, pour 1 heure d'école. Et après, je le récupère pour aller à la kiné. Voilà, ça c'est des journées chargées peut-être, mais ça passe. De toute façon, même si on me demandait d'en faire plus, je ferais plus. Hein. Avant, il n'a rien demandé, et il y a tout ça qui lui est tombé sur le nez, et puis nous on est là, voilà. On n'a pas le choix. Mais l'inclusion scolaire de ces enfants ne tient qu'à un fil et repose trop souvent encore sur la bonne volonté et les belles rencontres. Montre-moi ce que tu fais là. Très bien. Comme Gabin, Maïwen est l'une des 3 élèves de Laura Kobigo à aller 2 matinées par semaine dans son école de quartier. Ces jours-là, 2 auxiliaires de vie se relaient
pour la garder l'après-midi. C'est le hibou? Mais plus pour longtemps. Une place à l'IME de Kergado s'est libérée et l'école de Maïwenn a fortement conseillé à la maman de l'y placer à la rentrée prochaine. Pour Maïwenn, l'inclusion en école ordinaire s'arrête là, à 5 ans. Donc c'est des beaux bâtiments, l'IME, des auxiliaires très sympathiques, des gens très souriants. Ce qui m'a un petit peu... Rassurée. Ça m'a rassurée. Après, ce qui m'a pas rassurée, je tiens de maman. Oui, elle n'aurait pas d'enseignement à l'IME, puisqu'elle va déjà au centre des possibles, et ça, je l'ai découvert jeudi dernier. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle. Donc, comme Maïwenn va déjà au centre des possibles, elle a déjà de l'enseignement, donc ils estiment que c'est suffisant pour elle. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Et j'ai appris aussi qu'elle aurait certainement pas d'orthophonie là-bas. Donc, ils ont une orthophoniste à 40% seulement pour l'IME. Donc voilà, c'était les deux mauvaises nouvelles qui m'ont un petit peu chagrinée. Ouais. Et l'école, ça aurait pu bien se passer. Le souci, c'est qu'ils ne connaissent pas le handicap. La ESH a fait plein de bonnes volontés, mais elle n'est pas formée. Et donc, c'était la première fois qu'ils avaient un enfant aussi handicapé que Maïwenn, on va dire. Donc ça a été une grosse découverte. Donc elle a passé 2 ans à l'école, 2 fois 3 heures par semaine. Mais ils ont eu du mal à mettre en place des ateliers, l'inclure dans le groupe. On se retrouve toujours devant des barrières. C'est-à-dire que l'équipe du Centre des Possibles était prête à venir à l'école pour leur donner des techniques. Ouais. Ou l'inverse, que l'institutrice et l'AESH puissent venir au Centre des Possibles. Mais ça a été refusé de part et d'autre. Les autorisations n'ont pas été données. La maman de Maïwenn regrette, mais elle n'a pas eu le choix. Qu'est-ce que tu attendais de l'école? Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? J'aurais aimé qu'il s'investisse plus auprès de Maïwenn. Voilà, qu'il se mobilise un peu plus et pas qu'il direct en se disant de toute façon sa place n'est pas là, on attend en fait qu'il y ait une place ailleurs. En gros, c'est comme ça que je le ressens. Souvent, ce n'est pas le handicap, mais les portes qui se ferment qui nous désespèrent. Depuis quelques semaines, Laura Kobigo, en congé maladie, n'enseigne plus. À trop courir partout, Laura a oublié qu'elle aussi était maman d'un enfant en situation de handicap. Le ras-le-bol l'a envahie et à force de tirer sur la corde, elle a fini par se rompre. Eh bien, mon corps a dit stop, à trop devoir gérer de multiples responsabilités, travail, surmenage. Je le sentais un petit peu venir quand même, parce que ça fait déjà quelques mois, on peut même dire quelques années, où du coup Laura, elle est vraiment sur la corde raide. Ça se voit, ça s'entend, et j'étais pas vraiment surpris quand à un moment donné, voilà, j'ai bien vu qu'elle pouvait plus. Je voulais faire les choses bien et jusqu'au bout, et je me suis mise aussi dans plein de projets pour répondre oui, parce qu'il y avait de la demande. Donc j'ai répondu oui, 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 oui. Et parce que aussi on est peu aussi à pouvoir aussi répondre oui et avoir les ressources pour le faire. En fait, quand on est aidant, on est déjà exténué par un quotidien qui est lourd, avec des solutions d'accompagnement et d'aide et de répit qui ne sont pas suffisants. Et en fait, on nous fait des promesses. Il y a des promesses, des grandes promesses sur l'école inclusive, des grandes promesses sur la scolarisation, sur la rééducation. Mais en fait, si on ne vient pas là, derrière, pour aller faire accélérer les choses, pour se faire entendre, pour dire « mais vous nous avez dit ça, quand est-ce que ça arrive ?» Eh bien en fait, ça bouge pas. On se rend même plus compte que ça, c'est un acte de maltraitance. De ne pas solliciter un enfant, de ne pas proposer d'aller à l'école, de ne pas assurer une rééducation dont il aurait besoin pour un minimum
garder ses compétences, mais aussi l'aider à progresser. On est face à des choses qui nous prennent tellement aux tripes dans l'accompagnement et dans l'accueil des enfants comme les nôtres que cette injustice-là, elle nous écœure, elle nous rend malades. Je pensais qu'en montant cette école-là, j'allais me retrouver apaisée. Ça a été le cas, à un moment. Et puis je me suis rendu compte que malgré les énormes progrès que font mes élèves et le bonheur que c'est de travailler au Centre des Possibles, je me confronte à une montée en puissance de ma frustration, de ma colère et de ma peur quand même pour l'avenir, alors que je suis au quotidien à agir. Laura Cobigo absente. Au Centre des Possibles, Sabrina, Laura, Marion et Lisa, les accompagnatrices des enfants, doivent se débrouiller sans chef d'orchestre. Comment tu te sens ce matin, William? Tu me dis comment tu te sens? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu as peur? Tu es en colère? Ou alors tu es fatigué? William, qui as-tu vu? Tu regardes, hein? Ok, Anna est là aujourd'hui, effectivement. Qui d'autre? Soit, ce n'est pas simple, mais je suis étonnée de leur aisance. À force de côtoyer Laura Cobigo sans préjugés sur le potentiel des enfants, elles ont acquis un vrai savoir-faire. Toi, t'accompagnes William. Comme ça, après. William, il me reste des ateliers de classe qu'on n'avait pas fini ensemble. Et Anna, moi j'ai continué les listes là. Il me reste la valise. Il en reste une, mais tu vois là aujourd'hui, j'ai même pas. Okay. En fait, je pense que maman elle finira cette feuille-là. Bah, Laura, donc c'est elle qui nous envoyait les fichiers, on imprimait et on avait une feuille où il y avait les explications de chaque atelier, comment le construire, quoi. Elle a confiance en nous pour mener les ateliers, elle sait qu'on sait mener un atelier. Après, la difficulté pour nous, c'est d'avoir la bonne évaluation. Celui-là, c'est l'avion. Tu viens le chercher? William. Regarde, je te les mets là. Ouais, super. Merci, William. Écoute. Le chien part en moto. Où elle est la moto, William? La moto, oui, super. La moto, bravo. Tu as vu le mot? Moto. Mon moto, William. 4 mois ont passé depuis notre première rencontre et je suis impressionnée des progrès de William. Il rentre dans la lecture. Après 2 ans passés à l'école des possibles, il défie les apparences et contredit les pronostics. Oui, merci Willy, super. Camion, super. Bravo William. Bleu, rouge. Tout comme Gabin, dont l'application a trouvé la bonne réponse, m'étonne et m'attendrit. Je te donne une roue bleue. Peux-tu me montrer sur quelle voiture je mets la roue bleue? Oui, bravo Gabin. Super, on va prendre la petite gommette. Et on va la mettre. Tac. Combien de roues depuis le début on met là aux voitures? 1 ou 2? On tourne pas la page. Oui, 2, super, bah oui. Tu peux te féliciter. Champion Gabin. Ben ouais. Ces progrès, pour moi, sont la preuve que cette unité pionnière est duplicable ailleurs, même sans son enseignante fondatrice. La fin de l'année approche. Après les vacances, Laura, remise, reviendra dans sa classe pour retrouver ses 9 petits élèves. Gabin fera aussi sa rentrée en CP ordinaire pour 4 matinées par semaine. Malo, lui, ira en CM2 tous les vendredis. Fin juin,
Au centre des possibles, c'est jour de fête. Notre spectacle a pour titre Le cirque des possibles voyage. Et que ça commence. L'équipe a tenu à préparer un spectacle de fin d'année pour mettre en valeur les enfants, donner du sens à leurs efforts et des étoiles de fierté dans les yeux des parents et de Laura. Un bonheur tout simple et bon enfant dont nous sommes le plus souvent privés. C'est un beau spectacle, hein? Pour Laura, c'est un peu la consécration. Une raison de plus pour continuer, persévérer dans la voie qu'elle sait juste, pour donner à ses enfants, au-delà même de l'inclusion, la possibilité d'accéder au savoir, à la liberté et à la citoyenneté pleine et entière. Elle le sait, le chemin sera encore long. Il n'y a rien qui me découragera. Le nom de l'école que j'ai créée, c'est le centre des possibles en fait. Donc tant que c'est possible, je continuerai. Tant qu'on se donne les moyens, même si le projet n'est pas celui qu'on a pensé au démarrage, tout reste possible. Si nous n'agissons pas, les gens ne vont pas le faire à notre place. Donc on est dans une obligation de le faire.